Cette semaine, à Derrière le volant, on est pris dans le trafic. On a aussi un petit SUV, un Honda. Puis celui-là, il est dégueulasse. Celui-là, il est beaucoup plus à l'envers. Une voiture méconnue, malheureusement. Ça arrive à chaque année, l'hiver, hein? Ça arrive à chaque année, exactement, oui. Notre invité cette semaine, vous ne reconnaîtrez peut-être pas son visage, mais très certainement son nom et sa voix. L'homme de la circulation, Marc Brière. C'est lui que vous entendez le matin, là, qui annonce les bonnes puis les mauvaises nouvelles, ça. Ouais, plus les mauvaises, hein? Oui, plus souvent qu'autrement, des mauvaises nouvelles, oui. Ouais, tout à fait. J'ai envie de te demander, là, d'entrée de jeu, comment on devient un gars de la circulation? As-tu une passion pour ça? Comment c'est arrivé dans Ça ta part vie? de la passion pour l'automobile, parce que je suis d'abord un conducteur. Ensuite, avec le temps, dans mon parcours radio, j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour une radio d'information où il y avait un poste en circulation. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu une belle opportunité de donner un coup de main aux auditeurs et pour moi aussi d'avancer dans ma carrière. Alors, j'ai commencé tranquillement à cette antenne-là, à Info 690 à l'époque, à faire des chroniques circulation et à donner des alternatives aux gens sur le réseau autoroutier. Avec le temps, j'ai obtenu le poste avec Paul Arcand. Là, ça va faire une vingtaine d'années qu'on roule cette chronique-là sur l'émission. Et la chance que j'ai, c'est qu'au-delà de faire la chronique, le service, d'offrir le service à la population, je peux aussi avoir un mandat qui est plus éditorial. Donc, Oui, c'est ça. Puis t'en profites, là. Ben Toi, oui. t'es comme, tu fais pas juste dire des lignes, là. Non. On dirait que t'es en Ouais. mission. oui, bien un peu. C'est premièrement dénoncer des situations, utiliser le micro avec parcimonie quand l'occasion se présente pour tenter d'améliorer la situation. Puis pour les gens qui sont sur la route, donner des alternatives. Tout d'abord, les informer de ce qui se passe et leur donner la possibilité d'éviter les problèmes, de se rendre plus facilement à destination, ce qui va réduire un peu le niveau de frustration sur le réseau. Mais c'est un passionné de voiture. Oui. OK? Mais tu vas comprendre qu'il ne l'a pas toujours été. Parce que sa première auto à vie, une Ariya SK. Ça te dit rien, ça? Rien du tout. Bon, ça, c'est la voiture qui a sauvé Chrysler de sa Oui. première faillite. Oui. OK? OK? C'est un véhicule mythique en quelque part, même si c'était pas un grand bolide. Là, on va se dire. Oh! Puis c'était loin d'être bien fait aussi. Absolument. Une petite boîte carrée, Absolument. là. C'est pas... Ouais. Mais c'était quand même ta première voiture. C'est la première voiture que j'ai possédée. OK. C'est donc cette Ariya SK que mon grand-père m'a offert pour mes 18 ans. Il y avait le fameux siège en billes de bois. Hey, tu connais ça? Ah, ben le couvre-siège. Oui, le là. couvre-siège, ouais, effectivement. ouais. Ah oui, ben oui, j'ai connu c'est ça, la première chose que j'ai retirée quand j'ai pris possession du véhicule. Ben ouais, j'aimais pas ça. Mais c'était là. Alors, ça a été, oui, ça a été Si mon... tu l'as gardé, on va le prendre. Non, je ne l'ai plus. On Ça va fait t'en longtemps prendre. que je ne l'ai plus. Mais ça a été mon premier véhicule. Et puis après ça, bien évidemment, j'en ai eu d'autres. J'ai eu un Renault Alliance. Ça aussi, c'est... Oh boy, hein? on s'entend, là. On a commencé de façon modeste. Oui, très modeste. Très modeste. Ensuite, j'ai eu un Hyundai Sonata que j'ai pas mal apprécié correct, pour ouais. l'âge que j'avais à cette époque-là. Et puis un Mazda 3 Sport GT, un Acura TSX manuel, parce que j'aime beaucoup conduire manuel. Et maintenant, je conduis un Lexus RC 350. Wow. Là, je suis à un autre niveau. Un véhicule que j'adore, un monstre de fiabilité. En fait, le seul problème que j'ai eu avec ça, c'est en raison de l'état des routes. J'ai crevé 4 pneus en 18 mois, dont 2 en 5 jours. Alors, c'est sûr qu'après le 4e, là, j'en avais ras le pompon. Mais je me dis, à un moment donné, les statistiques sont de mon bord. 4 en 18 mois, je devrais être correct pour un bout de temps. Ben, j'espère pour toi. là. J'espère. J'espère pour toi. Mais est-ce que l'état des routes s'est amélioré dans la région? Non. On parlait dans la région de Montréal. Non, ça s'est hein? détérioré tant qu'à moi. Malgré les investissements, malgré la bonne volonté, malgré le discours, moi, j'ai l'impression que ça se détériore. Et ce que je note, c'est qu'on n'a plus seulement des problèmes de chaussée dans les villes, sur les réseaux de rues et boulevards, mais maintenant sur les autoroutes. Ben, d'ailleurs, j'ai crevé un pneu sur la 20, à secteur Belleuil. 20S Belleuil. Tout le monde qui passe par là depuis quelques années savent à quel point c'était troué, cabossé, brisé. Là, il y a eu des réparations plus récemment. Mais écoute, je vous le fais rapidement, là, mais je roulais 104 dans la voie de droite. Je discutais avec mon époux, j'étais vraiment pas à haute vitesse. On jasait, les enfants assis dans la voiture à l'arrière. Une belle journée, il fait beau, il fait chaud. À un moment donné, bang! La roue avant gauche frappe un trou. Évidemment, la frustration s'empare, puis là, on n'est pas content. J'avais pas fini de descendre les seins du ciel. Bang! Un deuxième. Ça n'a pas de sens. Alors là, je suis sorti de la route, puis je suis allé constater les dégâts. Ouais. Ça a été la première expérience. Dans Ville-Marie, ça a été un peu la même chose. Je circulais pour aller travailler en matinée, et puis en plein milieu du tunnel, en faisant un changement de voie, bang! Encore une fois, le pneu complètement à plat.
J'ai pas voulu rester dans le tunnel parce que c'est dangereux. Donc, je suis sorti de l'autoroute sur mon pneu à plat, ce qui n'est pas idéal, on s'entend. Puis, j'ai procédé aux réparations après. Mais des situations comme ça, moi, j'en ai vécu, mais je suis vraiment pas le seul. Les auditeurs m'en rapportent à coup de dizaines et de dizaines, parfois au même endroit, 5, 6, 7 véhicules avec des crevaisons. Alors non, la situation s'est pas améliorée. On a parlé à l'homme de la circulation. Après la pause, je veux qu'on parle à Marc Brière, Oui. l'humain derrière la circulation. Avec plaisir. On a hâte de savoir quel genre de conducteur t'es. Avec plaisir. Hey, chérie, tu connais-tu ça, toi, la loi du une personne? Non, c'est quoi? Ben, c'est un nouveau trend viral. Dans le fond, les couples se filment puis choisissent chacune une célébrité avec qui si tu couches avec, ça compte pas. De quoi ça compte pas? Ben, ça compte pas comme tromper l'autre. OK. Puis toi, ça serait qui? Bradley Cooper. Ben, si tu couches avec Bradley Cooper, mon amour, c'est correct. Je t'en voudrais pas. Puis toi? De quoi, moi? Ben, puis toi, ce serait qui? Je sais pas, là. J'ai jamais pensé à ça. Là. Choisis une personne. Ben, Catherine. Catherine, comme Catherine, notre voisine. Ouais. Ben là, c'est pas une célébrité, là, c'est littéralement notre voisine d'à côté. Ben, quand même connue sur TikTok. Chérie, si je fais déjà un bon saumon, ça prend juste 20 minutes, je te fais un massage, on passe une belle soirée, t'en penses quoi? T'es mieux. Dans les produits ProLab, des fois, faut suivre, hein, parce que PL100 et PL100, c'est la même affaire? C'est la même chose. ProLab fabrique le PL100 ici au Canada, donc on le fabrique en format liquide et ensuite on le met en aérosol. Donc ça va dans l'air un petit peu. Il y a un propellant à l'intérieur pour pouvoir OK. le pulvériser, versus que le format économique liquide, qui est le même usage qu'on retrouve aussi dans la formule aérosol. Et pourquoi c'est économique? L'utilisation moins de produits et on n'a pas le prix de l'aérosol et de la canne. à OK, c'est l'intérieur. économique d'acheter plus en grande quantité, tu remplis ta bouteille. Exact. Bon, est-ce que c'est efficace aussi sur les vieilles voitures? Parce qu'attention, grand défi avec notre testeur, Oui. une voiture assez usée, assez âgée. 1969. 169. Et notre testeur, Simon, on commence avec, on a ouvert le hood et on regarde, sur la penture là, Oui. de la voiture sur le hood. OK, ça s'est bien appliqué. Ensuite, quand tu achètes une voiture comme ça, tu veux la travailler, tu veux t'amuser, tu vas avoir la bougie. La bougie, donc la bougie est vraiment coincée. OK? Quelques gouttes, on attend, puis on va pouvoir défaire ça sans problème. Regardons ça. Oh, le testeur semble... ça a l'air fonctionner très semble bien. satisfait? Oh, oui, ça a bien sorti. Et bien là, il y a aussi le truc pour accrocher le hood là, qui est en avant. Oui. OK. Ça, c'est important que ça Oui. soit bien fermé. Bien lubrifié aussi. Bien. Oh, OK, bon, c'est bien fermé, il est content. Ça va partout sur l'auto aussi, là. Tous les usages qu'on peut faire avec le PL100 aérosol, c'est la même chose que le PL100 liquide, mais format économique parce que il n'y a pas de propellant à l'intérieur. On est avec Marc Brière et on a parlé un petit peu plus tôt de circulation. Et tu nous as confié que lors d'une crevaison, tu roulais à 104. Moi, j'ai besoin de savoir quel genre de conducteur t'es. Oui. Roules-tu toujours à 104 sur l'autoroute? Non, mais je m'en tiens aux limites permises. J'ai un véhicule assez puissant, évidemment, pour faire plus que ça. C'est pas le plus rapide de sa catégorie, mais j'ai pas besoin d'un véhicule ultra rapide parce que, un, le réseau routier n'est pas adapté à ça. Deuxièmement, il y a des éléments de sécurité. Et troisièmement, avec le travail que je fais, je serais très malvenu de me faire prendre à 180 sur une autoroute. Donc, je m'en tiens aux limites permises, mais je suis plus près de ce qui est permis que de ce qui est affiché, je pense, comme la majorité des conducteurs. Il y a un élément de sécurité aussi, parce que j'en parle beaucoup à la radio, puis à un moment donné, il faut prêcher par l'exemple. Donc, garder une certaine distance. Le cellulaire, il est de côté, je n'y touche pas. Si les enfants sont dans la voiture, me parlent, savent que si je suis concentré sur la conduite, que je ne vais pas nécessairement répondre tout de suite s'il se passe quelque chose dans mon champ de vision. Donc, pour moi, ça, c'est la priorité au volant. Quand je disais, j'étais à 104 dans la voie de droite, c'est justement parce qu'habituellement, on est plus aux limites permises, souvent dans la voie de gauche pour faire des dépassements. Mais à ce moment-là, c'était pour illustrer que c'est pas un enjeu de vitesse, c'est un enjeu de chaussée. Si je roule 104, belle journée d'été,
que je discute avec mon épouse et que je brise la voiture, c'est pas parce que je roulais trop vite. C'est parce que la route n'est pas en état. C'est ce que je voulais illustrer dans le fond. Oui, tout à fait. Mais ton père était un passionné de voitures. Oui, c'est de là que ça vient d'ailleurs. Ben oui. Son père, lui, avait des voitures sport. Oui, je me souviens, son véhicule, un Trans Am or avec l'oiseau de feu, là, le Firebird sur le capot, le modèle T-Top. Quelque chose d'extraordinaire. Puis je m'en rappelle encore aujourd'hui, je la vois encore dans ma tête. Et son meilleur ami possédait une Corvette Stingray orange. Et à partir de là, j'ai vu mon père conduire des Mustang Cobra. Je me souviens de sa Toyota Supra en 1986. Un peu plus tard, un Nissan 350Z. Donc, oui, mon père était un amateur de voitures. Il l'est encore aujourd'hui. Et cette passion-là m'a été transmise. Mais je suis un amateur de voitures, mais j'ai pas la maladie des voitures. OK. On te donne carte blanche et on te sort de ton contexte. Tu es tout seul, tu n'es pas un gars de radio, tu travailles pas dans la circulation, tu n'as pas d'enfant, puis tu as un budget illimité. C'est quoi ton autodrive? C'est un véhicule grand sport, style McLaren ou Ferrari, Lamborghini. Ce qui me faisait triper quand j'étais petit me fait encore triper aujourd'hui. C'est sûr qu'avec l'âge, on regarde des modèles comme Mercedes, des super voitures, mais je suis resté accroché avec l'image de la Lamborghini, de la Ferrari. Puis aujourd'hui, comme je dis, la McLaren, c'est quelque chose. Mais évidemment, c'est pas des véhicules que je pourrais me procurer. Mais si on parle de rêve, ce serait le fun à essayer du moins. Oui, des exotiques. Une dernière chose que je voulais te demander aussi, Marc, tu sais, toi, dans ta job, là, tu travailles beaucoup avec le public. Tu les écoutes, tu prends le pouls de la population parce que, évidemment, ils sont tes yeux, tes oreilles, ils sont sur le terrain. Absolument. Est-ce que tu as remarqué avec le temps, ça fait tellement longtemps que tu fais ça, un changement dans leur ton, dans leur patience? Bien, les gens avec qui je communique, ou les gens qui communiquent avec moi, je devrais dire, un peu. Évidemment, plus de plaintes. Pas tant d'agressivité, quoique oui, un peu, là, mais c'est surtout le nombre de plaintes, le nombre de récriminations que les gens ont. Et alors, oui, les comportements des conducteurs, à mon sens, ce que je constate, c'est que ça a vraiment changé, puis pas dans le bon sens. Les gens, le clignotant ne sert plus à rien, ou presque pour bien des gens. La voie de gauche est obstruée à temps plein. Les gens ne savent pas que c'est une voie de dépassement, s'en servent pour poursuivre leur chemin. Des irritants comme ça, il y en a énormément. Et des gens pressés, frustrés, coupe à droite, coupe à gauche, passent par l'accotement. On avait un enjeu à Montréal sur la 132, là. C'est 4 voies, il y a une sortie à droite. Ça partait de la 4e voie, ça coupait, complètement à droite. Au point où le ministère des Transports a été obligé d'installer des glissières de sécurité sur la 132 pour obliger les gens à garder leur corridor et éviter que ça frappe parce que ça cognait régulièrement et on parlait d'accidents à haute vélocité et ça, c'est très dangereux. Je l'amène à mon quiz? Ben, voyons donc. On y va. Tu vas subir. C'est le bordel dans le cabanon, mais ça, c'est un autre dossier. Ah, c'est un autre dossier. Non, mais on a le droit à des chaos organisés et prévus. Absolument. C'est correct, c'est sain. C'est quand même bien réussi. Les matériaux sont de bonne qualité. Mon père, on avait une auto là, dans la famille. C'est ça. Là, maintenant, c'est comme une mesure là, d'avoir 2 véhicules par famille. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Marc Brière, bienvenue au quiz DLV. Merci. On sait que tu aimes conduire manuel. Tu nous l'as dit tantôt. Tu as appris manuel? Oui. En partant? Oui. J'ai appris comme ça, oui. J'ai appris à la dure. Je trouvais que c'était plus difficile d'apprendre à conduire manuel, surtout dans les pentes, évidemment. Mais quand tu maîtrises ça, après ça, je trouve que tu as une compétence supplémentaire au volant. Puis il y a la sensation d'embrayer, de changer les vitesses, d'avoir un contrôle supplémentaire sur le véhicule. Je me pense pas meilleur que la machine. Je suis conscient que les transmissions électroniques sont très performantes, mais j'ai toujours eu un faible pour la conduite manuelle, puis je pense que ça va toujours être le cas. As-tu un garage? Et si oui, est-ce que c'est le bordel ou si tu peux entrer ton auto dedans? Je vais répondre facilement. J'ai pas de garage. Bon. J'ai un abri d'auto. Évidemment, je stationne la voiture idéalement à l'abri des intempéries autant que possible, mais non, j'ai pas de garage. C'est le bordel dans le cabanon, mais ça, c'est un autre dossier. Ah, c'est un autre dossier. Non, mais t'as le droit. On a le droit à des chaos organisés et prévus. Oui. Absolument. C'est correct. C'est sain. Ça va bien. Es-tu discipliné pour tes changements d'huile? Oui. Oui, très assidu. Je trouve ça important. L'entretien d'un véhicule, je pense qu'il y a une grande partie de la fiabilité qui vient de là, du fait qu'on a un entretien régulier. Je suis les guides et encore là, je fais faire le travail par des professionnels, des gens à qui j'ai confiance. Pas n'importe qui. Je crée une relation avec un garagiste, puis à partir de là, quand la confiance est établie, je leur laisse mon véhicule, mais c'est important pour moi qui va s'en occuper. Bon, alors clairement, tu es discipliné pour tout ce qui concerne la mécanique. Maintenant, on veut savoir ça au sujet de la propreté. Oui. C'est quand la dernière fois que tu as passé l'aspirateur dans ton auto? Ça doit faire quelques semaines, 2-3 semaines maximum. Il n'y a pas de traînerie dans mon véhicule.
Puis il y a les vides poches. C'est pas plein, là, les bas de porte, les vides poches. Moi, quand il y a quelque chose là, je le retire, puis ça s'en va aux ordures. J'aime avoir un véhicule propre. Les enfants savent qu'on ne peut pas manger dans ma voiture. Cela dit, c'est interdit de manger dans ta voiture? Oui. Wow! Oui. Wow. Un petit peu intense, dirons-nous. Là. Ben non, Ils ont le droit de boire de l'eau. Mais... mais je veux pas... du lait, non juste de l'eau. L'idée, c'est que je veux pas de dégâts dans le véhicule. Bon, à un moment donné, s'il faut, il faut, là. Mais généralement, on peut pas manger, les enfants doivent pas manger dans le véhicule. Cela dit, on a 2 véhicules. On a aussi un petit SUV, un Honda. Puis celui-là, il est dégueulasse. Celui-là, il est beaucoup plus à l'envers. Mais on peut manger dans celui-là. Mais dans ma voiture, j'aime ça quand c'est propre. As-tu déjà ouvert ton capot outre que pour mettre du lave-vitre? Oui, absolument. Absolument. Bien, vérifier l'huile, bon, évidemment, vérifier les composantes, mais je joue pas dans la mécanique. Je l'ai déjà fait avec des véhicules auparavant, mais avec la voiture actuelle, encore là, véhicule de marque Lexus, les véhicules sont plus électroniquement équipés aujourd'hui. C'est plus compliqué que ça l'était à l'époque. Mais qu'est-ce que tu vérifies d'abord? Tu regardes... Bien, les vérifications... un petit coup de pied, c'est les pneus. C'est ça, c'est pas... Non, les vérifications d'usage, puis m'assurer que tout est en ordre. Mais est-ce que je joue sous le capot? La réponse, c'est non. Je laisse ça aux professionnels. Est-ce que tu poses toi-même tes pneus en saison, hiver-été? Non. Non plus. Pour une raison qui est simple, c'est que la sécurité, c'est primordial. Et dans le cadre de mon travail, je vois beaucoup de gens, au moment de changement de pneus, qui perdent une roue parce que les boulons ont été mal serrés ou parce que le travail n'a pas été bien fait. Ça peut être un professionnel qui a fait le travail et que ça n'a pas été bien réalisé, mais souvent, ce sont des gens qui ont voulu le faire eux-mêmes, peut-être pour économiser. C'est possible de le faire, c'est pas interdit, mais il faut s'assurer que les boulons soient bien serrés. Sinon, votre roue va vous dépasser sur l'autoroute et vous ne voulez pas ça. Merci, Marc, de t'être prêté au jeu. Tu te lèves tôt, tu dois boire du café. Ah, beaucoup. Parfait. Tiens, je t'encourage dans ton vice. C'est le meilleur cadeau que vous pouviez pas m'offrir. La première fois que cette voiture-là a été présentée, c'était au Salon de l'Auto de Détroit et c'était sous forme d'un coupé. Bien sûr, une voiture à caractère sportif. Elle a gardé quand même pas mal son caractère, mais c'est devenu une berline, une voiture méconnue, malheureusement, la Kia Stinger. C'est notre essai de cette semaine. Quand je vous dis que Kia aussi, les designers voulaient aller chercher une clientèle chez les Allemands, je regarde ici les buses de ventilation, les contrôles ici au centre. Ça fait Mercedes de génération précédente. Je vous le dis, là, j'en conduis des voitures et là, je me suis retrouvé avec une Mercedes en partie. C'est quand même bien réussi. Les matériaux sont de bonne qualité. J'aime beaucoup l'aménagement intérieur aussi avec 2 couleurs comme ça, couleur caramel. Ça donne quand même une belle finition à l'intérieur. Au chapitre des performances, une voiture qui est puissante, qui donne un bon résultat. Consommation moyenne, ce que j'ai d'affiché depuis une semaine, 9,7, 9,6 litres au 100. On s'entend que c'est un V6, 3,3 litres, turbo. C'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre d'économie, mais quand même, sous les 10 litres au 100, je trouve ça plus qu'acceptable. La Kia Stinger, malheureusement, va quitter le catalogue de Kia dès l'an prochain. C'est malheureux parce que c'est une voiture qui pouvait, en tout cas, affronter les grands constructeurs allemands avec les versions sportives de leur berline. Mais malheureusement, voiture méconnue, les gens ne l'ont pas considérée parce que c'était vendu peut-être chez un concessionnaire Kia. Souvenez-vous de Genesis quand c'était vendu chez Hyundai. Maintenant, c'est devenu une marque à part. Peut-être chez Kia, on devrait avoir une division haute performance et ramener la Stinger. Ce serait une sacrée bonne nouvelle. En tout cas, si vous en voulez une, dépêchez-vous et je vous encourage fortement à négocier et à vous en procurer une parce que c'est une voiture qui aura marqué quand même une partie de l'histoire du constructeur coréen. J'ai demandé à Sylvain Légaré de nous parler, entre autres, des problèmes de circulation.
Est-ce qu'un jour, on va avoir des solutions? Comment tu trouves la qualité de conduite des Québécois? C'est ce que je veux savoir. On est comment? On est-tu bon? On est-tu stressé? On est-tu impatient? Je pense qu'il y a peut-être de l'impatience qu'on observe sur les routes. On le voit aussi là, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Ça peut être Il y a plusieurs causes à ça. Ouais. De la frustration au volant, ça peut être de l'intolérance, ça peut être de la congestion aussi. Là. On voit il y a de la congestion dans plusieurs endroits au Québec. Évidemment, c'est plus concentré dans les secteurs de Montréal et de Québec. Surtout de ce temps-ci, là, on parle de l'hiver qui approche. Donc, les gens, là, souvent, ne sont pas conscients que l'hiver s'en vient encore. L'hiver s'en vient. Ah oui, hein? Ça arrive à chaque année, l'hiver, hein? Ça arrive à chaque année, exactement, oui. Est-ce que tu as des chiffres pour prouver qu'effectivement, le niveau de congestion, le parc automobile, le nombre de voitures sur les autoroutes du Québec augmente? À quel pourcentage? Puis donne-nous des statistiques. C'est un gars d'analyse. Ce qu'on sait, là, il y a eu une recherche là, qui est sortie dernièrement. Le parc automobile augmente plus vite que la population. Donc, ça, c'est indéniable. Donc, pour quelle raison? Là, il y a des experts qui sont en train de se pencher là-dessus. Donc, le parc automobile augmente plus vite que la population. Donc, il y a plus d'autos sur les routes qu'il y en avait. Puis ça augmente d'une façon... C'est quoi, mettons, il y a 10 ans, il y a 5 ans, l'année passée? Ou... Bien, je vous dirais sur un horizon d'une dizaine d'années à peu près. Là. Donc, c'est ce qu'on remarque. Le parc augmente... je vous dirais que là, de ce temps-ci, on est c'est dans le coin de 8 millions de véhicules qu'on a sur les routes. OK, puis on est à peu près ça de Québécois, là. Bien, c'est ça, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de véhicules sur les routes. C'est souvent les habitudes des gens. Là. Donc, les gens ont au moins 2 autos. Moi, je sais que quand j'étais jeune, là, mon père, on avait une auto là, dans la famille. Ça. Là, maintenant, c'est comme une mesure là, d'avoir 2 véhicules par famille. Bon, parce qu'il y a des habitudes. Est-ce que ça pourrait être changé? Est-ce qu'on pourrait modifier nos comportements pour adopter peut-être plusieurs modes de transport? Pas nécessairement de délaisser la voiture, parce que je pense pas qu'au Québec, on va délaisser la voiture complètement, mais peut-être adopter d'autres modes, comme ça peut être le vélo électrique, ça peut être la marche, le transport en commun. Donc, un amalgame de transport qui pourrait être intéressant pour les gens, tout en diminuant leur empreinte carbone, évidemment. Marc Brière, merci tellement d'être venu nous voir. Tu étais comme un invité incontournable, en fait, à notre émission. C'est gentil, merci. On sait où t'entendre, au 98.5. Oui. Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie? À quelle heure tu te lèves, puis à quelle heure tu quittes la station? Oh, je me lève de bonne heure. Je me lève un peu avant 4 heures. Tous les jours de semaine. C'est pas si pire parce qu'il y a des membres de l'équipe qui se lèvent encore plus tôt que ça. Mais ça reste 4 heures du matin et c'est 5 jours par semaine. On est en onde à 5h30. L'émission se termine à 10 h. Moi, mon quart de travail se poursuit un peu après. Parce qu'on t'entend le midi des fois, quand même. Oui, dans l'émission de Nathalie Normando. Je poursuis jusqu'à 11h30. Mais donc, c'est ça. Donc, je me lève, je me prépare. Généralement, mes dossiers, je les maîtrise parce que je les ai préparés la veille. Avec l'expérience aussi, je connais le réseau autoroutier, veux pas. Et je fais beaucoup de temps réel quand je suis en onde. Parce que la situation, elle se passe actuellement. Oui. Il y a une panne, il y a un accident, il y a un camion renversé. Alors, c'est beaucoup du temps réel. Alors, je m'installe avec les images fournies par le ministère des Transports. J'ai accès à plusieurs caméras, plusieurs images de caméras sur le réseau. Je peux pas les bouger, mais je peux avoir accès à ce qu'on voit. Et avec ça, je peux décrire la circulation puis permettre aux gens de se trouver des alternatives. Ensuite, il y a les gens qui vont communiquer avec moi, ce qui est très important aussi, ce qui est même plus important que toute la technologie que je peux avoir, parce que ces gens-là sont des collaborateurs. Et je veux juste profiter d'ailleurs pour leur dire merci, parce que grâce à eux, on peut être beaucoup plus précis. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Tu fais-tu une sieste dans l'après-midi? C'est une excellente question, Marc. Oui et non. La majorité du temps, non. OK. Mais il y a des moments où j'ai pas le choix. Si j'ai le malheur de m'installer sur le sofa en après-midi, c'est sûr que je vais partir pendant... Mais ce qui m'a beaucoup aidé, là, c'est d'avoir de jeunes enfants. Et le fait de pouvoir me coucher avec les enfants à 7h30 le soir, c'était comme parfait. Parce que je n'avais pas de sieste à faire et le lendemain, j'étais en pleine forme. Alors, si dans 10 ans, tes enfants sont rendus grands, je pourrais te prêter mes 2 petits-fils. Avec plaisir. Dans 10 ans, c'est les enfants qui vont me coucher. En fait, ils vont rentrer alors que tu te lèves. Vous allez vous croiser dans le cadre de porte. Marc Brière, c'est un bonheur de t'avoir à l'émission. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre bonne émission de Derrière le volant.